donc comme le dit Alexandre dans le programme, l'école, donc les SAT aujourd'hui possèdent une collection d'arthropodes, donc comme ces insectes-là, ces magnifiques criquets exotiques, hein, et aussi des vertébrés. Ah oui, pardon. Non, oui, je t'oublie complètement. Voilà. Et aussi donc des vertébrés naturalisés comme ce jet des chênes. Alors, ce sont des pâles échos des collections du musée donc, de Lancette qui, de toute façon, tombaient déjà largement en poussière, donc bien avant le déménagement dans les nouveaux locaux au début des années 90. Or, en plus, il y a eu des fauches, mais enfin, des insectes en fait, ont été acquis à ce moment-là, profitant d'un cadeau de départ en retraite d'une enseignante, donc Janine Collin. Les professeurs s'étaient cotisés pour lui offrir donc des insectes, mais le lycée en a profité aussi pour, donc dans un magasin à Ronchin, Monsieur Dupont, a-t-on dit, pour faire reconditionner certains spécimens qui étaient encore en bon état, et aussi pour en acheter d'autres. Donc ce qui fait que, ça c'est pour les insectes, hein, et pour les animaux donc naturalisés, c'est plus flou. Il semblerait que certains anciens, quand même, venus du Muséum d'histoire naturelle, du Muséum de Paris, qui avait donc déjà servi pour le musée de Lancette, mais là aussi, ils étaient déjà, donc il y a une cinquantaine d'années, passablement abîmés, crasseux, on dit, donc ils étaient déjà dans un état qui n'était pas énorme, et il y a eu dès 1976 apparemment aussi des achats qui ont été faits. Donc depuis il y a eu aussi des dons parfois, et moi j'en ai vu donc dans les 33 ans depuis que je suis ici, j'en ai vu se désagréger certains, donc Madame Debève donc, qui s'en occupe plus particulièrement, les a déjà fait parfois déparasiter ou autre, mais ils ne sont pas forcément dans un état fabuleux quand même. Alors aujourd'hui, n'hésite pas, enfin, à passer le suivant. Donc il reste cette armoire où on voit des collections de boîtes d'insectes, plus de minéralogie et quelques coquillages. Et ensuite, je vais passer aussi pour le suivant, il reste un placard où il reste donc des animaux naturalisés. Alors, c'est les anciens spécimens, donc on en voit certains qui sont déjà là avec leur bouche très très ouverte, là, en train de montrer les dents. Les anciens spécimens, effectivement, sont assez faciles à reconnaître. Donc, puisqu'en fait, vous voyez que ça, alors, cette martre, je suppose, parce qu'en fait, ici, on ne sait plus si c'est une, bon, je vous ai mis une marque, si c'est une martre ou une fouine, mais enfin, donc, il reste ça, et on voit donc la façon dont les vieux muséums d'histoire naturelle naturalisaient les animaux, la classification des mammifères étant basée sur les dents, on montrait toujours les dents de façon très très importante, et donc dans certains vieux musées, on a l'impression que tous les animaux, même les singes ou n'importe, vont agresser le spectateur. Ils sont toujours en train de les montrer. Aujourd'hui, donc si on voit par exemple ce renard qui est nettement plus récent, bon, on peut poser dans les musées quelquefois le crâne à côté, tout simplement pour montrer toujours pareil la denture, puisque c'est important, mais ils sont dans des positions beaucoup plus naturelles, et c'est quand même déjà mieux, puisque ce renard-là est une acquisition plus récente, même si vous voyez que le bout de la queue blanc, à force de racler contre les murs, etc., et d'être manipulé, déjà épousseter les murs n'est pas dans un très bon état. Et on voit aussi donc ce courlis là, donc qui a été rafistolé au niveau du bec de ce courlis cendré, d'ailleurs qui vient de retomber encore, donc qui n'est pas dans un état fabuleux encore. Ou ici ce beau canard là ici, donc je vous ai mis un canard col vert normal pour vous montrer que effectivement le bec ici n'a pas été repeint en jaune. En fait, dès que les animaux décèdent, les parties molles perdent leur couleur, et on est obligé en musée systématiquement de remplacer les yeux, bien sûr, qui sont en plastique ou en verre à une époque,
et on repeint aussi les parties molles. Donc ici, là, on a repeint les pattes oranges, on n'a pas visiblement repeint le bec jaune. Donc en fait, ça fait partie des animaux qui sont quand même les mieux conservés. Et peu authentique par rapport à la réalité. D'ailleurs, rien n'est authentique au final quand on va dans un musée d'histoire naturelle. Rien, si quand même, dans le sens où même si au bout d'un certain temps, tout ce qui est pigmentaire donc est souvent aussi repeint en bombe, etc. Parce que les ultraviolets dégradent tous les pigments, donc souvent on repeint même parfois un petit peu les fourrures. C'est souvent le cas dans les muséums d'histoire naturelle. On a là où on a un animal. Là où c'était exposé à la lumière, il n'y a plus rien. Puis de l'autre côté, il y a encore les couleurs correctes, donc on essaie de les remettre. Les yeux, effectivement, sont artificiels et on repeint pas mal de choses. Donc c'est un peu obligé. Donc là, c'est là que tu t'amuses, en gros, pour pouvoir repérer les erreurs de couleur et de positionnement de certaines choses souvent, dans le cabinet ça peut arriver, curiosité, du coup. Et donc tu peux passer effectivement sur le suivant. Et les insectes ne sont pas forcément, posent aussi des problèmes de conservation. Là, par exemple, moi, depuis que je suis là, donc j'ai vu au moins 2 boîtes d'insectes là tombées par une étudiante une fois que les débris ont haché menu tout ce qui restait avec les équipes du lycée. On a réussi à faire 2/3 de boîte avec ce qui restait encore de correct. Mais donc il y avait donc sans doute une trentaine de boîtes. Puisqu'on voit que sur l'armoire, il y en avait 30. Moi, j'en ai réétiqueté 26, bon, en sachant qu'il y en a 2 qui ont fusionné. Donc, qui sait où sont partis les autres? Là aussi, comme cette armoire est un accès libre, on ne sait pas où partent ces collections. Et donc, il peut y avoir, par exemple, les papillons X. Là, c'est arrivé cette année. Je ne sais pas, à un moment, il y a 2-3 mois, pouf, ce carton est arrivé avec de ces jolis papillons dedans qui commencent aussi à tomber en ruine, mais dessous aussi cette boîte verte là que je vois depuis quelques années, dont on ne sait pas en fait d'où elles viennent. Des départs, des arrivées. Oui, voilà. On ne sait pas qui nous notifie tout cela. Donc, en l'occurrence, bon, les boîtes qui restent quand même donc, sont quand même très belles, hein, même si déjà c'était arrivé pour Daniel, donc il me dit qu'elle avait déjà ouvert les boîtes pour essayer de recoller des antennes, des abdomens, des pattes, etc. Donc là, si on va voir quelques exemples. Hein. Donc ici, par exemple, ces menthes ici qui miment des feuilles, on voit que de temps en temps, il manque le bout d'une patte ou autre. Bon, ça reste quand même encore très beau. Tu peux passer aussi donc sur ces cigales exotiques. Et donc tout ça a été acheté donc au début des années 90. Donc c'est relativement neuf, puisque donc Madame Paulin m'a bien précisé que à l'époque les collections de Lancette tombaient vraiment en poussière. C'est pour ça qu'ils avaient renouvelé ces collections. Je vais passer aussi ici sur ce papillon, donc comète de Madagascar. Donc là on a pas mal d'ailleurs d'insectes aposématiques. Donc l'aposématisme, donc c'est une stratégie adaptative, hein, qui en fait consiste à émettre des couleurs ou des formes d'avertissement. Ici en l'occurrence, on a des ocelles, hein, qui ressemblent à des yeux de prédateurs, puisque les prédateurs donc ont besoin de voir donc vraiment les distances, donc ils ont les yeux de face. En général, alors que les animaux traqués ont les yeux sur le côté pour essayer d'avoir un champ visuel plus important. Et donc assez souvent, on retrouve chez ces papillons ou chez ces insectes, outre des couleurs d'avertissement qui disent attention, je suis venimeux ou vénéneux, venimeux en l'occurrence ici, et donc ou ici, donc ces 2 yeux de prédateurs de face qui vont déstabiliser l'intrus ou le prédateur, qui sont là pour faire réagir et donc donner quelques secondes ou quelques millisecondes à la proie pour partir. Donc on en a pas mal qui sont assez souvent intéressants. Donc ici donc des morphos avec des couleurs structurelles. Alors ici les couleurs structurelles qui sont de la lumière piégée qu'on voit chez les bleus, les verts, les roses, etc. Là par contre ce n'est pas pigmentaire. Comme c'est, je ne vais pas m'étendre en faire moins qu'eux, mais sur les couleurs structurelles. Donc ça ne se dégrade pas tant que le pigment noir qui se trouve dessous tient. En musée, ça tient des centaines d'années, il n'y a pas de problème.
Donc ça reste très, très beau. Par contre, tout ce qui est pigmentaire a tendance à avoir des problèmes. Or là, ici, chez les papillons, bien sûr, comme ce sont des écailles, impossible de repeindre quoi que ce soit. On peut y aller aussi. Donc ici, on voit encore un papillon hibou là, donc avec ses deux yeux de prédateur. Ici, ou des sauterelles géantes. Non, mais tu peux passer, on n'est pas obligé de passer trop de temps dessus. Donc encore, tu peux passer encore, j'en ai quand même mis quelques-uns, donc des phasmes ici. Donc il y en a un qui mime une feuille, d'autres une brindille, d'autres des branches. Ou ici des fulgores, encore le fulgore porte-lanterne là avec ses deux grands yeux de prédateur. Si le côté jeu ressemble à une vieille feuille toute sèche, n'a pas marché, hop, on ouvre donc les ailes pour essayer de faire peur un petit peu aux prédateurs. Ici, donc, des goliaths, qui sont quand même les plus lourds des insectes. Les plus grands là font 13 cm et 100 grammes. Donc, c'est quand même assez important. Oui. Et donc, ici, ces arachnides, que ce soit le frine ici, auquel il manque des palpes, parce que ce sont des animaux qui vivent dans des grottes, ils ont besoin de palper. Donc, c'est très très fin et très très long. Bon, c'est à moitié cassé. Le scorpion aussi, lui manque une mandibule. Mais en fait, ça fait partie des spécimens qui ont été reconditionnés à l'époque venant des collections d'avant de l'ancêtre. De même, après, l'amygale qui se trouve là à côté de ces cigales exotiques fait partie aussi de ces spécimens reconditionnés. Bon, il n'y en a pas eu énormément, mais enfin, il y en a eu. Et donc, je les utilise évidemment, enfin, je ne suis pas le seul, j'imagine. Donc, que ce soit par exemple ici en animation, pour travailler sur les structures, sur les matières, les couleurs. Donc basé ici, donc voilà, ces éléments-là. Aussi sur, bien sûr, donc les couleurs encore. Sur ces couleurs structurelles aussi ici. Éventuellement, il peut y avoir déjà des débuts de stylisation, donc de stylisation, de déformation en vue de quelque chose. Donc là, ici, déjà, on est sur un monarque qui commence à ne plus être si naturaliste que ça. Et en seconde, actuellement, on les utilise avec ma collègue Madame Vandam sur les différentes techniques, les mises en page. Donc on voit là ici ça a été fait donc, en début de passer donc aussi sur la suivante sur une mise en page, sur des essais de mise en page. Sur donc là, pareil. Sur les essais, tu peux passer encore, donc voilà, de l'analyse aussi sur la rigueur si possible, et sur donc différentes techniques de représentation. Et actuellement, donc c'est pas encore fini, mais on a lancé donc un travail à partir de ces éléments-là. Ça c'est éventuellement pour illustrer un petit peu s'il y a des questions. Donc c'est Longicorne sur un travail de motif textile justement qui va donc après la partie naturaliste. On va travailler sur une réalisation de motifs textiles avec eux. Donc en fait, ça sert encore. Plutôt pas mal. Et on espère par contre, effectivement, au bout de 30 ans, là j'en reparlais avec Madame Debève, que peut-être on pourrait avoir peut-être une restauration de certains éléments, surtout des spécimens naturalisés qui tombent quand même plus ou moins en ruine. Et c'est vrai que on peut les restaurer, mais ça demande, ce serait pas mal qu'au bout de 30 ans qu'il y ait des restaurations. Merci Olivier de ce survol de cette partie du fond de collection de l'école. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? C'est vrai qu'au-delà donc, des exercices de transcription, des effets de texture, de couleur, de structure, un bon exercice par rapport à l'échelle justement, donc pour s'entraîner aux justes proportions, oui, tout à fait. etc. Mais il y a aussi énormément de designers qui se sont appuyés justement sur l'observation de la nature, un design biomorphique ou biomimétique, parce que parfois ça va au-delà donc de la simple transposition formelle ou de l'évocation. Chaque stratégie, chaque forme, chaque particularité physique des exosquelettes ou autres amène effectivement des designers là aussi à
s'approprier justement donc l'observation de la nature pour le transposer dans des situations de création en architecture ou effectivement en mode, etc. Donc, Et ça, effectivement, donc oui, je ne sais pas si tout le monde sait que ce fonds-là existe et peut être utilisé, mais on à pourrait peut-être manipuler aussi avec précaution. voilà, manipuler avec précaution, mais qui pourrait être aussi peut-être exposé peut-être différemment, ça faut voir. Alors par rapport à l'ancêtre, je reviens là-dessus, il y a des questions peut-être, non? Tu voulais... Non, pas spécialement. Ce qui est assez intéressant, c'est que comme Champier avait réussi à obtenir de nombreux dépôts de l'État venant des musées nationaux, donc j'ai parlé du Mobilier National, du Louvre, etc. De la même manière, dès effectivement donc les premières années de son directorat, les liens qu'il avait pu entretenir avec des musées, d'autres types de musées, comme ceux du Jardin des Plantes ou du Muséum d'histoire naturelle, l'amènent effectivement à constituer donc un fonds d'histoire naturelle qui est là aussi, comme les collections des céramiques de Sèvres, une partie qui va connaître un développement très très important dès le début de son directorat et qui permettent à la fois, donc, au-delà de la serre, de créer une verrière dont les animaux, des paons, des rapaces, etc., étaient donc d'abord et avant tout des pièces des collections vivantes, hein, puisque les animaux sont muséifiés vivants au XIXe siècle. Hein, c'est le siècle qui crée d'ailleurs donc le zoo, hein, comme musée des animaux vivants. Et donc ces animaux sont donc des objets de collection à part entière qui arrivent effectivement, alors peut-être pas en masse, il n'y a pas d'éléphants, il n'y a pas de girafes, c'est pas non plus des spécimens trop, comment dire, contraignants en termes de soins, hein, puisqu'on n'a pas de quoi les acclimater tous, hein, non plus. Mais en tout cas, voilà, ces liens là aussi sont très étroits. Et de la même manière, les artistes qui avaient reçu des commandes pour décorer donc les bâtiments publics qui reçoivent les collections d'histoire naturelle ou autres, donc faisaient partie intégrante des collections. Il y a deux grands bas-reliefs de Barias et de Falguière qu'on a vus dans l'une des photographies du rez-de-chaussée, qui constitue, on va dire, l'une des plus grandes pertes pour le musée de Roubaix actuel, puisqu'au moment du transfert des collections, c'était l'époque aussi de la création du musée d'Orsay. Et dans les grandes équipées de sauvetage du musée d'Orsay, il était effectivement sans doute nécessaire d'intervenir à Roubaix. Hein. Ce sont donc quelques-unes des pièces les plus importantes qui aujourd'hui donc prennent place dans le parcours sous la grande verrière, tout simplement, donc de notre ancienne gare d'Orsay à Paris, qui est notre musée du 19e siècle. Donc une perte, mais effectivement pour là aussi d'autres formes d'échanges et de compléments qui arriveront avec l'ouverture de la piscine. Oui, concernant les animaux vivants, là j'avais interviewé Monsieur Mullier à ce propos et il me disait que... Interviewé carrément. Oui, oui, carrément. Non, mais je rigole. Mais cela dit, il me disait qu'a priori, soit dans les fins des années 50, début des années 60, pour des questions d'hygiène, les animaux avaient été éliminés. Donc, quand on dit effectivement que les armoires de l'ESSAD grouillent d'insectes, ça a été en partie vrai quand même aussi à l'ESSAD, à l'ANSET, pardon. Voilà. Des questions sur cette partie-là du fond? Non? Oui? On va faire passer le micro. Oui, quelles seraient les conditions idéales pour conserver vos ressources, tant pour les animaux empaillés que pour les insectes? Là, en fait, tout simplement, il faudrait peut-être qu'il soit, parce que vous avez vu le placard, de temps en temps, il se tombe dessus. C'est vrai qu'il faudrait un petit peu plus de place, sans doute. Peut-être, pourquoi pas, soit des placards un petit peu plus grands, soit des vitrines. Mais c'est vrai que, puisque donc déjà, certes, on les fait déparasiter de temps en temps, parce que c'est toujours difficile, mais c'est vrai que plus ils restent quand même dans un lieu fermé, pourquoi pas vitré, hein, mais c'est mieux. Parce qu'en fait, ils peuvent être attaqués assez vite. Même d'ailleurs, vous avez vu dans les boîtes, il y a ce reste d'éléments d'insecticides qui aujourd'hui ne sont plus autorisés parce qu'ils sont dangereux. Mais aujourd'hui, il y a d'autres produits éventuellement moins dangereux que ce qu'on mettait à l'époque. Mais c'est vrai que quand même, ce serait pas mal de voir, parce qu'il y en a certains, à force d'en mettre
qui non plus, bon là elles sont hermétiquement fermées, on a remis du scotch, enfin du ruban adhésif, on a essayé de faire en sorte que les parasites ne puissent pas rentrer aussi, mais c'est vrai que ça demande quand même éventuellement peut-être à des gens aujourd'hui qui s'y connaissent, peut-être des spécialistes ou des restaurateurs, pour au moins une fois de venir, de donner des préconisations, ce qu'on peut faire aujourd'hui peut-être dans les muséums d'histoire naturelle, qui ont des problèmes de toute façon eux aussi, parce qu'à cause des produits qu'on ne peut plus mettre pour protéger, quelquefois ils sont bien embêtés parce qu'ils ne savent plus trop comment faire pour empêcher que les collections soient attaquées. C'est vrai que tu nous as fait un peu un exposé en forme de constat de sinistre, hein. Oui. Mais en même temps, c'était très plaisant de voir qu'ils servent encore et de voir des dessins d'élèves et d'étudiants. C'est surtout ça que j'en retiens pour ma part. Est-ce qu'on a encore une question? Oui. Je voulais savoir s'il y avait certains animaux que vous avez eus qui sont plus rares que d'autres ou qui ont été plus difficiles à avoir. Alors, en l'occurrence, ces animaux-là, donc, qui font partie d'une biodiversité qui, à l'échelle de la planète, est en train de s'étioler, de partir, comme ils ont été faits dans les années, comme ils ont été, pardon. Oui, reconditionné d'une part, mais aussi conditionné aussi dans les années 90. À cette époque-là, encore, vous aviez des gens qui partaient dans les pays tropicaux, ils tendent un drap, ils revenaient avec un excédent de bagages. Vous imaginez ce que ça fait un papillon de 20 kilos d'excédent de bagages de ce genre de choses. C'est pillé partout, et même aujourd'hui encore. Donc dans les pays, ils sont tués en masse et proposés aux touristes, même si c'est interdit parfois. Donc ils s'arrangent pour passer par d'autres circuits avec les boîtes ou les. Donc effectivement, là il y a dans ce qui reste des collections des animaux qui sont souvent en danger effectivement dans la nature, qui datent d'une époque où on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait avec, quoi. Donc il y a des choses, il y a des spécimens qui sont assez rares. Ouais. Dernière question, mais on peut peut-être installer le diaporama suivant. Comme ça, on va pouvoir enchaîner le temps du transfert du fichier. Je vous remercie pour votre attention. Ils ont été bien, hein. Je vais être tout seul sinon. On ne sait jamais, peut-être que tu auras des questions à me poser. Voilà, alors bon, concernant donc le fond de moulage en plâtre, j'avais évoqué tout à l'heure que effectivement Victor Champier avait aussi beaucoup agi en faveur de la création d'un véritable musée de l'histoire de l'art comparé, et faisait entrer à l'inventaire, au même titre que les œuvres originales donc d'artistes qui aujourd'hui donc sont certes reversées dans le fond de la piscine ou dans d'autres musées pour les pièces qui ont été redistribuées, leur donne un statut à l'époque qui est complètement différent, ou presque en tout cas, assez différent de celui qu'on leur octroie encore, on va dire traditionnellement, dans de nombreux musées. On privilégie forcément des œuvres originales, quoique dans la sculpture, on se demande même si on peut vraiment avoir accès à des originaux, puisque pour des questions techniques, si on travaille le modelage, le seul objet qui résiste dans le temps et à partir duquel on réalise ou des tirages en bronze ou des traductions en pierre, ça n'est jamais qu'une reproduction en plâtre d'un modèle en terre qui lui disparaît. Donc du coup, des œuvres qui arrivent au même titre tout simplement que des œuvres originales, mais qui sont donc essentiellement des reproductions de grands chefs-d'œuvre de la sculpture. Alors on sait effectivement le poids que va prendre justement vont prendre ces images tridimensionnelles très tôt dans l'histoire, hein, dès le XVIe, et effectivement de manière ascensionnelle, hein, véritablement tout au long des siècles jusqu'à une période d'industrialisation, ni plus ni moins de la production, donc même de ces reproductions, de ces
copie est assez importante et va aboutir finalement à une situation presque de rejet beaucoup plus tardive dans les années 60-70 et qui fera que de plus en plus ces fonds de moulage se raréfient. Alors ça, c'est un premier constat. On l'imagine assez facilement, mais c'est une situation qui, à l'échelle ne serait-ce que nationale, finit par donner naissance à de véritables, raretés, des pièces qui deviennent exceptionnelles et qui, par là aussi le hasard de l'histoire, parfois, amènent à ne plus être que les seuls exemplaires ou traces, tout simplement, d'existence de certaines œuvres qui sont détruites dans différentes situations. Donc les copies, qu'on a souvent tendance à considérer comme négligeables, secondaires, jouent aussi un rôle aujourd'hui très très important dans la relecture du patrimoine, puisque parfois elles n'en constituent que les dernières traces, tout simplement, de leur existence. Et puis elles sont aussi de plus en plus exploitées dans notre époque contemporaine pour remplacer des œuvres originales dans des parcs ou dans des châteaux, de manière à préserver les pièces originales. Donc on leur propose donc des pièces de substitution pour justement garantir donc leur conservation, leur préservation dans le temps. L'arrivée de ces plâtres à l'ESAT date en réalité d'une période un petit peu critique entre l'Ansett et effectivement notre actuelle institution qui ne portait pas encore le nom d'ESAT. Il s'agissait à l'époque du LTETA, donc lycée technique d'enseignement des arts appliqués et du textile. Un nom un peu bégayant, peu évident effectivement à mémoriser. C'est aussi entre autres pour ces raisons qu'on en a changé. Il se trouve que l'essentiel des formations préexistantes se faisait pleinement donc, dans les bâtiments prévus à cet effet d'ailleurs, à l'Ansett. D'ailleurs, en guise de rappel, on s'aperçoit finalement que les formations artistiques ont d'abord et avant tout donné naissance à cette école avant même les formations d'ingénieurs. Bon, les aléas de l'histoire ont fait que les rapports se sont tendus entre effectivement la partie ingénieur et la partie art appliqué, pour la simple et bonne raison que d'un côté comme de l'autre, il y a eu une forme d'expansion, tout simplement, avec une étape qui était très ponctuelle, c'est que les ingénieurs devaient quitter l'établissement pour rejoindre un grand campus textile à Villeneuve-d'Ascq, et finalement la ville de Roubaix fera machine arrière en 77 et donc réintègre les ingénieurs qui ont aussi d'assez importants besoins en termes d'espace pour pouvoir effectivement faire fonctionner les enseignements. Et du coup, on se retrouve à l'étroit. Les artistes sont un peu originaux et surtout, des petits épisodes conflictuels et puis une volonté quand même d'émancipation amène effectivement à un déménagement qui est un peu précipité, parfois présenté comme une sorte de fronde, mais on aura l'occasion cet après-midi de nuancer largement quand même cette présentation des choses, mais une campagne de sauvetage va avoir lieu dès effectivement le déménagement de l'ancien lycée vers une autre école, un bâtiment désaffecté qui accueillait auparavant donc une école de couture. Donc l'école déménage avec ses profs, ses élèves, ses équipements et ses moulages constitués depuis effectivement de nombreuses années. Donc un fonds didactique dans un premier temps, essentiellement, que de manière légitime, les enseignants ont cru bon à l'époque tout simplement de rapatrier dans le nouveau bâtiment qui est un vieux bâtiment et en fonction de la place dont on dispose. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intégralité du fonds qui préexistait donc à l'Ansett qui va faire l'objet comme ça de ce transfert un peu sauvage, mais ce fonds, en tout cas cette partie-là du fonds, aura été la mieux préservée grâce à cet épisode justement un peu héroïque d'une certaine manière,
amenant donc Armand Debève, donc enseignant et sculpteur, donc à l'époque, donc à mettre ses propres élèves à l'œuvre pour organiser donc un transfert sur grosse roulette à l'époque dans des pavés, effectivement pour effectivement, récupérer donc ce fonds. Je vais faire avancer effectivement quelques images qui effectivement donc bon, voilà, de manière un peu pêle-mêle là ici donc refont surgir bon, voilà, des silhouettes qui sont à la fois familières mais dont effectivement une partie assez importante du grand public ne connaît plus grand-chose, pour ainsi dire, même rien du tout, presque, sur certaines de ces grandes figures, tout simplement, de l'histoire de la sculpture, qui est un peu le parent pauvre. Oui. Je pense qu'on peut remercier aussi M. Cogé qui a fait les photos. En tout cas, Alors, il a fait toute une seule partie, mais c'est vrai que je n'ai pas réussi à les intégrer, donc je vais les remercier, mais j'ai beaucoup de monde à remercier. Et si je les remercie tout de suite, je ne vais plus avoir de temps pour parler de la suite. C'est sûr, parce qu'il y a des très belles photos d'insectes. Tout à fait. Oui. C'est vrai qu'au-delà de nos techniciens, des photographes, bref, des collègues, donc tout ça ne se fait pas juste par magie, bien entendu, on y reviendra. Du coup, voilà, tu as réussi à me paumer. Je ne suis pas mes notes, alors du coup, je peux pas savoir où j'en suis. Ce qui est intéressant quand même de remarquer, c'est qu'il y a une typologie assez variée quand même de pièces dans ce fonds de collection, entre des reproductions à échelle réelle, hein, donc des œuvres originales, d'autres qui sont plutôt donc on va dire des empreintes partielles, hein, donc de détails, de bustes, parfois rien que de masques, de bras, de jambes, de sculptures. Elles correspondent aussi à une autre partie du fond que je n'ai pas mis en image parce que bon, il y a déjà beaucoup de choses aussi à rassembler et qui sont là pour le coup des prises d'empreintes sur le vif, enfin, plutôt sur le mort, même pour être plus précis, puisqu'il y a aussi toute une série d'abattis, donc des moulages qui sont pris effectivement donc, sur des cadavres à la morgue et qui ont, dès le 19e siècle et bien avant, de toute façon, constitué autant tout simplement de supports pédagogiques pour comprendre les mécanismes de l'anatomie, de la morphologie, de la musculature, etc., etc. Alors on en a très peu, mais on en a quand même. Parmi la typologie, on retrouve effectivement les grands genres là aussi de la sculpture, entre la statuaire, la sculpture monumentale, architecturale, les bustes, les portraits, les bas-reliefs, etc. Donc voilà, pour mémoire, donc, ce à quoi ressemblait en partie tout simplement ce fameux musée d'histoire de l'art comparé de Victor Champier, et qui dialoguait à l'époque, c'est une chose assez intéressante, avec un fonds de chalcographie, donc des traductions donc, ou photographiques ou de gravures, des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, de la peinture, hein, pour l'essentiel, qui dialoguait donc avec des sculptures donc de substitution. Donc un musée de faux, si vous voulez, ou comment dire, d'images plus que effectivement donc d'œuvres originales, mais effectivement dès les premières images que je vous avais montrées tout à l'heure, parce que à la fois c'était une période un peu particulière, on n'a pas les mêmes politique d'accrochage, ni même politique d'acquisition. Celle de Victor Champier, c'était qui est généreux entre, voilà. C'était quand même aussi une des grandes particularités. Et la générosité d'ailleurs sur certains points, c'était que on donnait des pièces qui pouvaient avoir des défauts, donc voilà, c'est aussi ce qui va expliquer donc la difficulté de récupérer dans de bonnes conditions certaines œuvres donc des collections originales. Alors c'est pas tout à fait vrai effectivement pour le fond de moulage en plâtre, qui sont en grande partie des tirages relativement contemporains, mais issus d'ateliers, comment dire, donc de mouleurs prestigieux, donc c'est un double prestige puisque cette école est prestigieuse et nous héritons effectivement, nous sommes dépositaires si vous voulez de ce patrimoine, mais nous sommes aussi dépositaires d'un autre patrimoine beaucoup moins évident à imaginer, parce que non seulement ce sont des copies, mais en plus ce sont de vieilles copies, et c'est précisément parce que ce sont de vieilles copies pour une bonne partie d'entre elles qu'on a affaire à des tirages de très grande qualité. Parce que voilà, les techniques évoluant, le métier se transformant, qui reste quand même aussi un savoir-faire tout à fait particulier, on ne peut plus fondamental pour nous. Je repasse là aussi Émile Bouzin devant les travaux de ses élèves.
un patrimoine qui est effectivement toujours un peu en danger de par la fragilité des matériaux constitutifs donc de ces œuvres, le plâtre, mais également les armures métalliques, qui effectivement, selon des manipulations, peuvent créer de nombreux désordres et qui effectivement compliquent beaucoup donc le maintien dans le temps de certaines de ces œuvres, au-delà donc des épisodes révolutionnaires. Là, vous avez sur la gauche une photo de la cour des modèles en plâtre de l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris, qui effectivement va être intégralement vidée dans les années 60, au tout début des années 70, après les épisodes révolutionnaires, et installée avec effectivement donc le fonds de collection du Louvre également, qui est beaucoup plus ancien, avec des pièces qui ont pu être installées avant même le musée Napoléon, qui effectivement va remplacer déjà à l'époque les copies en plâtre dans notre ancien musée central des arts par des originaux qui seront restitués. Cette question aussi est assez intéressante à évoquer, la question de la restitution des œuvres d'art originales, ou même parfois même donc des copies dans d'autres musées où ils ont été prélevés, ou collections privées. Donc là, ici sur la droite, vous avez finalement le lieu qui a accueilli essentiellement pendant de nombreuses années donc l'intégralité de ces fonds réunis, à savoir donc les écuries et les petites écuries de Versailles, tout simplement. Alors aujourd'hui, le Louvre lance avec effectivement donc le redéploiement là aussi donc d'une partie de ses réserves pour des questions de conservation, accueille une partie non négligeable là aussi de ce fonds donc de moulage en plâtre, et qui effectivement donc apparaît de plus en plus depuis les années 2000, début des années 2000. C'est une réaffirmation finalement à la fois du rôle historique, donc de ces objets un peu pédagogiques dans un premier temps, dans effectivement de nombreuses expositions, d'après l'antique au musée du Louvre donc en 2000, jusqu'à là ici beaucoup plus récemment, par exemple les plâtres de la gypsothèque donc, du Louvre qui ont été installés pour constituer un espace introductif pour l'exposition Homère en 2019. Mais d'autres expositions se chargent effectivement de faire dialoguer ces fonds avec des œuvres beaucoup plus contemporaines. C'est le cas notamment donc, l'exposition Sculpture Infinie qui a eu lieu à la fois une coproduction entre l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et la Gulbenkian Fondation à Lisbonne, qui effectivement ont grâce à cela, pu valoriser leurs fonds historiques et initiaux en dialogue étroit avec les collections, enfin avec des créations beaucoup plus contemporaines. Aujourd'hui, si ce fonds reste assez bien conservé, très poussiéreux pour une bonne partie effectivement des pièces qui sont moins manipulées. Bien sûr, il y a eu quelques grimages ou autres travestissements sur certaines pièces qui ont échappé à la vigilance des enseignants, et puis surtout on va dire au respect de nos élèves ou étudiants, tout simplement, mais c'est assez limité. C'est aussi pour cette raison que parler de ce fonds de collection est aussi assez important, de manière à sensibiliser effectivement donc, nos propres élèves et étudiants donc, aux questions de conservation, à la valeur patrimoniale donc, de ce fonds, éventuellement aussi au personnel d'entretien qui passe à travers toutes ces pièces qui sont parfois regroupées dans des espaces très très réduits. Et donc voilà, donc ce fonds aujourd'hui fait l'objet donc d'un inventaire qui est en cours. Bon, on est à plus d'une centaine de pièces, mais il y a encore quelques plaques de bas-relief qui sont inaccessibles et qui ne demandent qu'à être débusquées justement pour en faire un bilan global. Mais elles servaient, bien entendu, donc, comme vous pouvez le voir, donc, au cours de sculpture de Jeanne Ollet qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, là, vous avez une reproduction, par exemple, de la tête du Christ de Beauvais,
produite par un élève donc de Lancette à l'époque, et juste en dessous, avec l'Ange au sourire de Reims, une autre version en pierre cette fois-ci, donc toujours conservée à Lancette. Et donc, puisque Benoît en parlait, et elles servent encore, puisque bien sûr que ce soit pour les cours du soir au niveau du modelage, ou moi quand je fais du modèle vivant, les corchets de houdon qu'on a vu au tout début, ou autres pour l'anatomie, servent encore tout à fait. Donc voilà, à la fois donc certaines figures là ici de statues colonnes, donc vous avez tout à gauche, donc sont complétées par celles qui n'ont jamais été désinstallées, déposées tout simplement de leur mur dans le hall d'honneur, enfin dans le hall principal de Lancette. Il y a encore beaucoup de pièces, il y a encore même des mosaïques antiques du Louvre que finalement on n'a jamais décrochées, désinstallées. Donc elles font partie intégralement de cette histoire un peu tumultueuse des collections, mais dont nous avons effectivement donc un usage, on va dire, privilégié à l'école. Voilà ici pour information, donc l'état des réserves de Lancette il y a quelques années. J'y suis passé moi entre-temps. Il y a des manques. Quelques photographies, ça c'était suite au passage d'une mission, enfin d'une commission des monuments historiques, commission effectivement bien sympathique, qui effectivement découvre finalement plus qu'autre chose qu'il y a d'autres œuvres éventuellement à récoller, puisqu'il y a quand même donc, des œuvres originales à Lancette qui chaque année obligent l'école à vérifier tout simplement leur présence et leur état de conservation pour rendre des comptes effectivement donc, à l'État, tout simplement. Ce fonds n'a jamais fait l'objet d'un inventaire. En tout cas, pas d'un inventaire réactualisé depuis 1930. Un inventaire qui était à l'époque conçu de manière assez peu scientifique, avec des appellations générales, figure de saint, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quel saint c'est, etc. Bon, bref, donc, qui pose aussi d'autres difficultés. Donc là, ce travail relève de presque déjà de l'archéologie, en fait, à la fois dans les ressources d'époque et surtout d'un travail d'observation très détaillé, donc des quelques éléments, des quelques indices qui permettent de reconstituer le parcours et l'histoire tout simplement donc, de toutes ces pièces. Alors bon, c'est le hasard des acquisitions qui complètent effectivement les collections, qui font dialoguer là aussi donc, les œuvres du musée avec effectivement donc, quelques pièces, pièces de notre propre fonds de moulage. Donc là ici le faune de Vienne. Et alors qu'effectivement, Bruno Godichon, donc conservateur en chef du musée, m'affirmait il y a quelque temps que lors du sauvetage, du redéploiement des collections dans l'espace du bassin, et même bien avant, donc le recollement à partir des quelques éléments, on va dire, résiduels qu'il avait encore entre les mains pour pouvoir reconstituer cette vision, on va dire, de l'ampleur des collections et puis surtout du désastre de ce qui a pu disparaître entre-temps. Il m'avait assuré que les plâtres, à son arrivée, n'avaient pas, enfin, aucun exemplaire de ces fameux plâtres n'avait été sélectionné pour éventuellement conserver ne serait-ce qu'une petite trace, tout simplement, donc, de l'existence de ce fonds dans l'actuel fonds de collection de la piscine. Bon, forcément, tout était planqué dans les réserves ou éventuellement déjà à l'ESAT. Donc, effectivement, il a redécouvert effectivement qu'il existait encore quand même quelques traces non négligeables donc, de cet ancien musée. Mais les moulages en plâtre, il y en a quand même à la piscine, étonnamment, donc des reproductions depuis l'arrivée tout simplement de l'atelier d'Henri Bouchard en 2007. Alors là, il faut faire un effort, effectivement. C'est un petit jeu aussi très intéressant, c'est qu'au milieu donc, des œuvres originales donc, du sculpteur ou des tirages en bronze, genre de pièces qu'on n'a absolument jamais dans un atelier de sculpteur. D'ailleurs, vous voyez bien que l'encombrement là, ici en termes de reconstitution est d'abord et avant tout lié à des problématiques de stockage et en même temps offre au public voilà, cette vision assez surprenante, tout simplement, donc d'ensemble très, très dense, très complet. Un sculpteur ne peut pas travailler dans
ces conditions, évidemment. Mais lorsque l'œil se promène, effectivement, dans les racks, etc., entre certaines sculptures, on arrive à percevoir, effectivement, quelques exemplaires. Alors, on a une vision, je ne peux pas vous le montrer là ici, puisque je n'ai pas de détails. On ne peut plus circuler, donc on ne peut pas faire de photos plus près. Et puis, je n'ai pas voulu déranger davantage que je ne l'avais fait déjà l'équipe tout simplement donc de documentation de la piscine, en particulier Amandine, le photographe Alain Leprince. Ils m'ont quand même beaucoup apporté de documentation pour pouvoir illustrer donc les deux conférences qui ont suivi, les deux interventions. Mais on trouve vers effectivement la planche à clous que vous avez dans le fond de l'atelier, tout en bas, une miniature de l'écorché de Houdon que vous avez vu en introduction. On trouve dans les étagères des sculptures antiques égyptiennes. On trouve une autre version de la tête de Christ de Beauvais que vous avez vu là aussi précédemment. On trouve décorés archaïques, grecs, à gauche, à droite, et qui permettent effectivement de comprendre, en tout cas, quels ont été les choix dans, on va dire, les affinités lectives tout simplement donc du sculpteur, des grandes œuvres de l'histoire de l'art qui vont orienter effectivement son langage plutôt décoratif. Si bien qu'effectivement entre le 19e et le 20e siècle, cette vision antique prédomine toujours, mais avec des modèles qui eux-mêmes vont fasciner les artistes pour la simple et bonne raison que les découvertes archéologiques tout au long du 19e siècle et depuis effectivement l'origine, il faut penser à la découverte du groupe de Laocoon qui effectivement va marquer complètement le travail de Michel-Ange en plein milieu du XVIe siècle, que d'autres au XIXe siècle vont eux-mêmes se retrouver confrontés à de véritables stars de l'archéologie qui immédiatement font l'objet donc de reproductions pour être distribuées dans tous les musées du monde, je dis bien presque tous les musées du monde, puisque notamment après les expositions universelles où on les présente. C'est le meilleur endroit, tout simplement, encore une fois, pour en faire presque la publicité, puisque des découvertes archéologiques se répercutent en termes de réputation sur les pays qui sont à l'origine des campagnes de fouilles, etc. Et on va signer des conventions, notamment en 1868, pour prêter, en tout cas donner des moules permettant donc à d'autres pays de reproduire effectivement donc ces mêmes exemples qui sortent tout simplement donc des limbes de l'histoire tout simplement, et ce de manière assez arbitraire au final, puisque c'est le hasard des découvertes qui d'une certaine manière va influer sur le travail de nombreux artistes, peintres, sculpteurs, effectivement. Alors voilà à partir de quoi on travaille quand on fait une étude à partir d'un fond de ce type. Ce sont les estampilles des ateliers de moulage. Pousadou, qui était donc l'un des meilleurs mouleurs professionnels associés aux collections de l'actuel musée cité d'architecture et du patrimoine, mais à l'époque musée de sculpture comparée à Paris, au Trocadéro. Le Louvre, qui lui-même, depuis effectivement de nombreuses années, avait lui-même, en parallèle de son propre musée, fait en sorte donc de nourrir et de faire vivre un atelier de reproduction à vocation commerciale autant que pédagogique, tout simplement, et ce assez tôt vers effectivement des versions qui vont imiter, grâce au travail de patine, donc de couleurs, sur ces mêmes modèles que l'on a tendance à imaginer comme éternellement blancs. On voit bien qu'avec le temps, il y a une patine naturelle qui se pose, mais il y a aussi des patines artificielles qui font l'objet d'une science de chimistes à part entière pour reproduire sur ces pièces en plâtre des effets du bronze, de la pierre ou autres matériaux. Donc ces estampilles évoluent dans le temps, et c'est ce qui permet aujourd'hui de les dater, au moins pour leur apparition comme pièces de reproduction. Si bien que plus on tombe sur des estampilles illisibles, c'est le cas par exemple de celle que vous avez au centre en bas de l'image, plus on a de chances de tomber sur des pièces un peu exceptionnelles, voire
très très rares et qui sont associés à des musées bien antérieurs à celui que Champier avait effectivement pu constituer au tout début du XXe siècle. Donc voilà. Ensuite, ce sont les marques que l'on vient apposer sur les moulages en eux-mêmes, les numéros qui correspondent tout simplement aux numéros d'inventaire, et grâce aux quelques traces un peu éparses, même si elles sont peu scientifiques, dans les inventaires historiques du musée de Roubaix, on arrive au moins à savoir quand est entrée telle ou telle pièce dans les collections, et ainsi reconstituer des éléments tout simplement de l'histoire de chacune d'elles. Alors on est aidé par effectivement ce que les chercheurs distribuent assez généreusement sur Internet, c'est-à-dire donc des tableaux avec l'ensemble donc des estampilles des ateliers de mouleurs, à ceux que vous avez là ici sous les yeux du Louvre. Doivent s'ajouter ceux de Sachi, qui sont donc un atelier quasi dynastique associé à l'École nationale des beaux-arts de Paris, ceux de l'UCAD, dont on a parlé ce matin, là aussi, et Victor Champier va beaucoup agir, à mon avis, y compris pour demander de faire des prises d'empreintes sur des boiseries, d'autres éléments de mobilier que l'UCAD n'avait pas encore forcément donc, elle-même envisagé, puisque les rapports ont toujours été entretenus tout au long de son directorat. Alors aujourd'hui, la plupart de ces ateliers donc, ont versé intégralement leurs fonds de moule dans une entreprise, certes à la fois nationale, mais aussi une entreprise privée en partie, la RMNGP, la Réunion des musées nationaux Grand Palais, qui aujourd'hui donc, ont quasiment le monopole de l'édition, tout simplement, donc de ces reproductions en France. Alors d'autres marques beaucoup plus anecdotiques, mais très intéressantes par rapport au personnage qu'on a évoqué ce matin, à savoir Ferdinand Duterte. Ce sont donc d'autres formes donc d'objets qui, eux, ont vraiment un rôle purement pédagogique et un peu moins de délectation devant une reproduction, même très fidèle, en tout cas au moins formellement, donc des œuvres magnifiques que nous avons dans les musées internationaux. Des artistes comme Ferdinand Duterte vont être amenés finalement à partir de l'observation donc des fragments, des ruines effectivement donc que l'on présente dans les musées, à reconstituer tout simplement donc la forme idéale, c'est-à-dire complète des chapiteaux antiques que vous avez là ici, donc un chapiteau ionique de je ne sais plus où, mais c'est marqué puisque là aussi il y a des traces épigraphiques. Des inscriptions gravées, en tout cas prises dans le relief, pour permettre l'identification à la fois des styles, mais aussi de la provenance de certaines pièces. Et associé donc à ces informations, vous avez, même si c'est un petit peu flou, vous avez l'entrecroisement donc d'un monogramme, donc FD, Ferdinand Duterte, montrant qu'au-delà donc de son action en tant qu'administrateur de l'État, contribuant donc à la rédaction, on va dire, du projet de loi pour la création de l'école, au-delà de son rôle d'inspecteur de l'enseignement du dessin et donc des arts appliqués à l'époque, il va aussi donc mettre en place tout un matériel pédagogique de faux. Déjà, les plâtres sont des copies, donc c'est des faux, mais là, c'est des faux, si vous voulez, mais qui sont aussi assez intéressants à observer et qui font pleinement partie de l'histoire donc, de ces moulages. Alors aujourd'hui, les options, parmi les options effectivement donc, de l'étude et éventuellement de la communication, puisque tout l'intérêt, c'est que si on a des pièces un peu hors normes, qui sortent un petit peu, on va dire, des fonds perçus comme traditionnels. On en a tellement produit qu'on a l'impression que finalement ce sont toujours les mêmes œuvres un peu partout, et c'est faux en fait, puisqu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Dans les constitutions d'écoles des beaux-arts, celles des universités, et la nôtre là aussi, il y a des modèles qui ont été beaucoup moins édités que d'autres, et le hasard des destructions font que, là encore une fois,
il est probable que certaines pièces de certains fonds de collection soient les derniers exemplaires visibles tout simplement d'œuvres originales qui ont pu disparaître autant que des autres éditions. Donc en fait, c'est un vrai un travail d'enquête et de croisement avec l'existence donc de ces fonds. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux se numérisent et donc se distribuent sur le net. Et donc ça fait partie des choses qui, au-delà des déformations des jeux effectivement sur leur forme, qui sont envisageables. Bon, ce rapport sur la création contemporaine, je vais passer très très vite, mais ces fonds sont une véritable mine d'or sur les questions forcément techniques de moulage. Savoir que l'industrie aujourd'hui encore hérite finalement, même avec des perfectionnements techniques et des automatismes qui sont très très différents de ces mêmes savoir-faire traditionnels, mais adaptés à la production de masse et des matériaux aussi différents que le métal, le plastique, etc. Et permettent d'envisager des relectures du patrimoine dont on va là aussi donc, prendre l'empreinte numérique pour envisager des propositions là ici de confort peut-être d'utilisation des outils les plus primitifs. Finalement, c'est la technologie la plus avancée qui rejoint la plus primitive, si vous voulez, mais qui effectivement peuvent permettre donc d'ajuster des compléments sans aucun désagrément sur les œuvres originales ne puisse aboutir. Alors ces rapports donc, de relecture et de croisement du temps étaient déjà présents dans le travail de Rodin, mais est toujours là aussi à l'œuvre dans l'œuvre de designers contemporains comme chez Ella Jongerius. On en a d'autres chez Joris Larman ou plutôt Marcel Wanders à droite, mais qui rejoignent dans une approche beaucoup plus essentielle le travail et le savoir-faire des staffeurs. Alors on est là ici dans le plafond de la Villa Cavrois, qui dialogue effectivement avec la reprise de motifs complètement kitsch qui se croisent effectivement à des productions beaucoup plus contemporaines chez les designers. Les techniques de moulage qui d'ailleurs d'un côté chez Carretero ou chez Squeeze, de l'autre côté sur des séries plus expérimentales. Je rappelle qu'en ce moment, donc, Julien Carretero est en résidence au FRAC. Et c'est une opportunité que nous espérons pouvoir saisir cette année là aussi, d'interroger notre fonds sur ce point. Mais en design graphique, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est dans des objets tridimensionnels que c'est compliqué. D'abord, notre fameux Isaïe sur le côté est l'un des nombreux exemples donc, des tirages qui ont pu être faits sur des sculptures architecturales, sur site, qui ne bougent pas, mais qui ont perdu complètement leur décor parce qu'elles ont été émoussées dans le temps à force d'être caressées effectivement par le public. Mais on peut s'amuser là aussi à se lancer dans des expérimentations de gypsographie. L'image que vous avez là sur la gauche correspond au travail expérimental de Pierre Roche, dont on a parlé ce matin à plusieurs reprises, qui est une des figures assez essentielles du fonds de collection. Et le rapport aux moulures, je ne sais pas pourquoi, moi j'adore les moulures, mais toutes les moulures, les moulures utiles d'un côté pour Mathieu Lehanner, ou beaucoup plus traditionnelles que vous avez effectivement à travers, encore une fois, là, quelques éléments sans doute disparus aujourd'hui du fonds qui était donc installé dans les réserves de Lancette. Voilà, nous amène à interroger donc ces fonds de différentes manières. Et je vais m'arrêter là pour éventuellement répondre aux questions que soulèverait cette présentation accélérée et presque totalement improvisée. Merci. Madame Valin, j'imagine. Oui, c'est ça, j'allais me présenter, mais vous m'avez reconnu. Même de loin, et avec le masque. Bon, voilà, rapidement pour la salle. Je dirige le musée de la céramique de Dèvres. Je suis très contente d'avoir pu venir et je suis ravi également. Merci pour votre présentation. J'ai 3 questions à vous poser, mais bon, si c'est trop long, vous n'en prenez qu'une. Posez. Au-delà de la collection, vous nous montrez aussi, entre autres choses, un travail de prise en charge du fonds. Et je me demandais déjà, est-ce qu'au sein de l'école, il y a du personnel dédié pour la réalisation de l'inventaire, pour les études de ces collections ? Autre question qui est
Est-ce que je peux répondre? Parce qu'à mon avis, cérébralement, je vais avoir du mal à toutes les mémoriser. Donc je vais en faire une à la fois. C'est très simple pour la première question. Non, il n'y a pas de personnel dédié. Il y a juste des fous comme moi qui à un moment se disent j'ai rien de mieux à faire. Non, parce qu'on perçoit qu'à titre personnel, vous êtes très engagé dans la valorisation du fonds. Je ne suis pas le seul. Mais donc finalement, ce sont les professeurs qui sont. Il y en a qui le font vivre autrement, quand même, notamment Daniel Debève, qui est un peu la grande vestale de ce temple un peu ouvert aux non-initiés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, et c'est aussi pour cette raison que c'était, selon moi, assez important d'intégrer ces questions dans le cadre de ce programme anniversaire, avec cette lecture historique, transhistorique, c'est qu'aujourd'hui, encore, des enseignants qui pourtant enseignent chez nous depuis quelques années, et puis des élèves, des étudiants, ignorent complètement l'existence de ces fonds. Et pourtant, rien que les plâtres, ça prend de la place. Ça s'occupe un espace déjà en soi à lui seul, mais on n'imagine pas en fait ses origines, parce qu'elles sont multiples. On a aussi des plâtres, des moulages beaucoup plus contemporains. Mais effectivement, on n'imagine pas ce que ça peut raconter comme lien avec, effectivement, donc voilà, dans un périmètre aussi étroit que celui de la piscine, de l'Ancet et de l'ESAT, on n'imagine pas à quel point ces éléments-là se croisent et permettent éventuellement aussi de prendre prise à peut-être un sentiment de fierté, d'appartenance historique. Alors, il ne s'agit pas de se gargariser, on n'a rien fait pour avoir ça, nous, en tout cas très peu d'entre nous avons contribué à ça, mais je pense que c'est la moindre des choses justement de le valoriser. Et, du coup, je me demandais aussi si cette collection est, on va dire, dans son état final, ou est-ce qu'il y a une politique d'acquisition? Est-ce que vous pas à l'heure continuez actuelle. à On tourne avec ce qui nous reste. Mais peut-être que nous aurons la possibilité d'envisager d'autres formes de développement. Il y en a une qui m'intéresse en particulier, c'est que l'école a signé un nouveau conventionnement avec l'Ancet, qui est quand même un gros renouveau, même si ce n'est pas une nouveauté en soi, mais en tout cas, elle a pris une ampleur beaucoup plus importante là, tout dernièrement. Et le directeur actuel a été sensibilisé justement à l'existence de ce fonds. Il l'ignorait complètement lui-même. Vous voyez, c'est là encore un autre aspect. Et il y a des choses qui doivent être là aussi croisées en termes d'inventaire, puisque le fonds a la même origine. Donc on ne va pas commencer à faire un travail partiel d'un côté qui n'aurait aucun sens si effectivement on ne parvient pas un minimum à l'embrasser dans son intégralité. Et du coup, la dernière question, vous évoquiez les reproductions de reproduction, des faux de faux. Il y a déjà eu un atelier de modelage, de création de moules au sein de l'école? Alors, de création de moules beaucoup plus ponctuelle. Beaucoup plus ponctuel, mais ça a existé. Il y a d'ailleurs eu des projets il y a quelques années qui ont donné naissance à des flacons pour je ne sais trop quel produit d'entretien qui ont été distribués sur le marché et qui ont été élaborés par des étudiants de l'école il y a quelque temps. Ensuite, sur le plan purement expérimental, on réalise ce qu'on appelle des surmoulages, c'est-à-dire que ce qui est pratique normalement interdite, tant qu'effectivement elle échappe à des intérêts, on va dire, commerciaux avérés, quoi. L'idée, c'est pas de copier les modèles protégés derrière, justement, ces fameuses estampilles, pour s'engager dans une production de faux, tant qu'on envisage à la fois, d'une part, une originalité, une réappropriation particulière, on s'expose, à mon avis, à pas trop de risques, et que tant que ça reste à l'échelle, effectivement, purement de l'apprentissage, on voit bien que même dans le fond, et c'est le cas aussi dans le fond du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui a l'avantage d'avoir pu éditer il y a quelques temps, il y a très peu de temps, un catalogue intégral de leurs sculptures. Donc il y a d'abord des objets qui se recoupent, qui sont communs. Mais il y a des mini bas-reliefs de têtes de personnages antiques absolument impossibles à identifier aujourd'hui, qui ont servi de base tout simplement pour ces exercices justement donc de moulage et de reproduction. Donc en fait, on se retrouve à avoir des surmoulages, c'est-à-dire donc c'est le moule à partir d'une édition, d'une copie.
et des surmoulages de surmoulages, si bien qu'on voit progressivement les traits du personnage s'émousser tout simplement à force d'avoir été utilisés. Et on en a chez nous, il y en a à Lille, mais ils sont rentrés effectivement sur le même statut. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. D'autres questions ? Je pense que tout le monde a faim, c'est peut-être ça. Ou alors que cet exposé était tellement complet et tellement clair. Ah, quand même des questions. Les deux. Fin et l'exposé. Ah, donc on arrête, complet. c'est bien ça. C'était pas une question, Fin c'était oui, FIM on s'en va. Oui. Et fin FIM. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite un bon appétit en espérant peut-être vous retrouver pour les rencontres de cet après-midi. Voilà, merci. Merci à tous. Bravo.